Hello there. Hey, bonjour tout le monde, c'est Mers. Cette semaine, dans le cours de serveur web, il va y avoir deux théories. Donc, la première théorie à distance, il va y avoir trois éléments qu'on va voir dans ce petit cours théorique. Donc, trois éléments qui pourront vous servir dans votre projet web, qui ne seront pas à l'examen numéro 1 qui va avoir lieu la semaine prochaine, mais qui vont quand même être utiles dans votre projet web et dans la suite du cours. Perfect. Donc, on commence immédiatement avec la première partie de matière. La première partie de matière va consister à regarder qu'est-ce qu'un éditeur de texte. Dans un site web, c'est possible de s'installer un petit éditeur de texte qui va nous permettre, du côté administrateur, d'éditer des sections de pages web ou même des pages web au complet. Je ne vous suggère pas nécessairement d'éditer une page web au complet, mais je vous suggère souvent d'éditer un fichier texte qui va contenir, par exemple, la description de l'entreprise, qui va contenir une petite partie d'une section web. Ça va être à vous autres dans votre projet de décider quelle partie du site l'administrateur va pouvoir modifier. Je vous rappelle que l'administrateur ne devrait pas avoir à aller jouer dans le fichier, dans le code PHP, ne devrait pas avoir à aller jouer dans le code HTML non plus, mais il devrait peut-être pouvoir modifier certaines petites parties du site web. Donc, si l'entreprise change un petit peu, la description de l'entreprise, des news, des nouvelles qu'on va faire apparaître sur la page d'accueil ou des choses comme ça. Donc, c'est possible d'avoir un petit éditeur de texte qui va permettre à l'administrateur de modifier des petites parties de son site web sans avoir à les jouer dans le code. Il y en existe plusieurs sur le marché. Perfect. Moi, je vais vous présenter ces cas éditeurs que j'utilise depuis quelques années. Je vous amène directement sur le site web de l'éditeur. Je vais vous en présenter deux. Un classique, c'est CK Éditeur. À l'époque, il s'appelait FCK Éditeur. Depuis quelques années, le nom de l'éditeur a changé. Cet éditeur de texte-là, si vous regardez comme il faut sur la page web, va vous permettre d'insérer dans votre site web, dans la partie administrateur, un petit éditeur de texte comme ça, avec quelques éléments en haut, une barre, qui va vous permettre, par exemple, de changer du texte, de le mettre en gras, de le mettre en italique, un petit peu comme si c'était un traitement de texte, un petit peu comme si vous aviez un mini Word à l'intérieur de votre page web qui vous permettrait d'éditer soit un fichier texte, soit un fichier HTML. Je ne vous suggère pas d'éditer un fichier PHP avec ça parce que vous ne serez pas capable d'aller changer le code PHP qu'il y a derrière ça. Donc, ce n'est pas un fichier PHP. Donc, il ne faut pas éditer un fichier PHP dans le but d'aller modifier la logique PHP qu'il y a derrière ça. Il faut éditer un fichier texte. Ça peut être un fichier HTML, ça peut être un fichier .txt tout simplement. .txt, ça a bien de l'allure parce que ça va faire en sorte qu'on va éditer juste une petite partie du texte. Avec un include, vous allez pouvoir insérer cette partie de texte-là dans vos pages web. Donc, un petit éditeur de texte comme ça, je ne vous demande pas de le programmer de A à Z. Il en existe sur le marché. Donc, celui-là, c'est CK-Éditeur, celui que je vais vous présenter. Il y a différentes versions disponibles sur le web. Les nouvelles versions de CK-Éditeur, il y a toujours une petite partie payante. Si jamais vous êtes capable d'aller chercher une vieille version, le vieux FCK-Éditeur, lui était complètement libre, donc il n'y avait pas de partie payante. Dans la nouvelle partie de CK-Éditeur, par exemple, la partie pour télécharger des images, la partie pour insérer des images, il y a une petite partie payante. Donc, c'est à vous autres de voir si vous voulez avoir la dernière version de l'éditeur possible. Mais si vous voulez avoir une version qui permet de télécharger des images ou télécharger des fichiers, à même l'éditeur de texte, à ce moment-là, moi, je vais vous rendre disponible une vieille version de CK-Éditeur, de FCK-Éditeur plutôt, qui va vous permettre d'insérer des images si vous avez besoin dans votre petit éditeur de texte. Donc, ça va être comme un mini traitement de texte. Vous allez pouvoir mettre des liens web, vous allez pouvoir mettre des images, changer la couleur du texte, changer la grosseur du texte, etc. Donc, c'est un petit éditeur de texte comme ça. Il en existe d'autres sur le marché. CK-Éditeur, lui, vous pouvez le configurer pour qu'il soit en PHP. Donc, c'est parfaitement dans notre cours ce qu'on a besoin. Donc, un petit éditeur de texte qu'on peut configurer pour qu'il soit en PHP. Donc, ça rentre directement dans le cadre de notre cours à faire un petit peu de PHP. Il en existe un autre sur le marché qui est quand même assez populaire, c'est TinyMCE. Donc, Tiny, qu'on appelle maintenant TinyMCE, classique éditeur. C'est un petit éditeur de texte comme ça. L'avantage de TinyMCE, c'est que vous pouvez aller le chercher, l'insérer dans votre site web.
lui est à base de JavaScript. Donc, il est plus du côté client. Si vous vous souvenez de la base du cours qu'on a vu jusqu'à maintenant, il est plus du côté client, contrairement à FCK Editor, qui était plutôt du côté serveur. Donc, lui, l'avantage, il est en JavaScript, il s'exécute du côté client, selon l'environnement graphique que vous allez choisir, parce qu'il y a plusieurs types de menus que vous pouvez faire afficher. Il y en a qui vont être un petit peu plus lents côté client. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça va dépendre de la machine du client, etc. Donc, ça va dépendre de cette machine-là. Donc, moi, dans mes exemples, je vais utiliser plutôt la vieille version de FCK Editor. Je vous rappelle que maintenant, il s'appelle CK Editor. Puis, parce qu'il y a des parties, il n'y a pas de partie payante dans la vieille version. Si vous voulez prendre la version qui est sur le web, je vous invite à la télécharger et à l'utiliser. Sinon, moi, je vais vous rendre disponible dans mes notes de cours, dans mon fichier disponible sur Léa, la vieille version qui n'était pas du tout payante à ce moment-là, où toutes les options étaient disponibles. Il est un petit peu moins léché point de vue graphique, mais il fait quand même le travail. Du côté administrateur, j'insiste pas pour que la partie visuelle soit très, très belle, mais au moins que la partie soit efficace. Donc, si on regarde dans mes notes de cours, l'éditeur FCK Editor, donc on vous explique ici qu'FCK Editor, c'est un éditeur de texte open source de type WYSIWYG. WYSIWYG, c'est What You See is What You Get, pouvant servir pour la création de pages web relativement légères, qui ne nécessitent pas d'installation côté client, donc qui est complètement côté serveur. La première version a été diffusée en 2003. Son code source est publié sous licence GPL, LPGL et MPL2. Est redirigé en JavaScript. CK Editor est compatible avec la plupart des navigateurs. On vous dit que WYSIWYG, c'est une interface utilisateur qui permet de composer visuellement le résultat voulu. Donc, on vous donne un petit aperçu du FCK Editor. Il y en a évidemment plusieurs versions. On peut choisir l'apparence des menus. On peut bloquer des menus en haut. On peut, par exemple, il y a un petit bouton source qui permet d'aller voir le code source. Si vous ne voulez pas que votre administrateur aille voir le code source qu'il y a derrière, on peut bloquer, par exemple, ce petit bouton-là. Ce qui nous intéresse, nous autres, dans le cadre de notre projet web, c'est l'installation. Donc, télécharger CK Editor, puis extraire les fichiers dans un répertoire situé à la racine de votre serveur web. Donc, exemple, dans mon cas, moi, la racine de mon serveur web, c'est le dossier MERS. Donc, dans le dossier MERS, à l'endroit où je vais avoir mes pages web, je vais télécharger le CK Editor, puis je vais le dézipper, puis je vais le mettre à cet endroit-là pour qu'il soit disponible via le web. Par contre, il faut aller donner les droits nécessaires sur votre fichier, sur votre dossier. Si, par exemple, vous voulez permettre d'insérer des images dans le dossier, il faudra donner les droits en écriture dans le dossier qui va permettre de faire les uploads d'images à ce moment-là. Donc, dans le php.ini, vérifiez que vous acceptez les uploads. Je l'ai mis en jaune ici dans les notes de cours. Modifiez le fichier suivant pour les uploads des fichiers. J'ai marqué payant dans la nouvelle version de CK Editor. Donc, dans ce dossier-là, vous suivez le chemin qui est écrit dans mes notes de cours. Vous allez avoir un fichier config.php. Vous éditez ce fichier config.php-là. Même chose dans un autre fichier qui s'appelle config.php, mais qui est dans la partie upload du FCK Editor. Vous allez avoir une ligne qui est écrite signe de $ config enable, qui est égal à true. Assurez-vous qu'il est égal à true ici. Vous allez avoir une autre ligne. Il y a plein d'autres lignes dans ce fichier-là, mais je attire votre attention sur ces deux lignes-là. Il y a une ligne ici où vous allez pouvoir utiliser User File Path. C'est l'endroit où vont être enregistrées les images que vous allez télécharger. Donc, dans mon cas, moi, je me suis créé un dossier PHP Lumière. Et puis, sur le dossier Lumière, j'ai mis les droits en écriture. Donc, c'est très important. Ça va faire en sorte que dans mon CK Editor, je vais pouvoir envoyer des images qui vont enregistrer dans le dossier Lumière pour pouvoir les mettre dans mes pages. On doit aussi modifier le fichier fckconfig.js, qui est en JavaScript, changer le mot ASP pour PHP, parce que par défaut, le CK Editor ou le FCK Editor a été configuré pour fonctionner en ASP. Dans le cadre de notre cours, on aimerait mieux qu'il fonctionne en PHP. Donc, on va tout simplement aller changer le mot ASP pour PHP dans la ligne de configuration. La fonction ereg est désuète depuis PHP 5.3, donc il faut se remplacer par pregmatch. Donc, si vous prenez la vieille version de FCK Editor, il faut aller changer ces lignes-là parce qu'il y a une fonction qui est dépréciée. Donc, ereg n'existe plus. Donc, je vous ai mis ici, dans les notes de cours,
comment faire pour aller changer ces lignes-là. Donc, il faut tout simplement remplacer le E-reg qui est là par le preg-match qu'on a utilisé dans la partie clonage de page web. Donc, c'est la même fonction. On va utiliser ici if not preg-match. On va vérifier une chaîne de caractères. Il y a 3 petits points. Ça veut dire quelques lignes plus loin, vous avez un autre E-reg qu'il faut remplacer. Puis encore 3 petits points. Quelques lignes plus tard, on va avoir un autre E-reg. Donc, il y en a 3 à changer dans le fichier de configuration. Donc, dans le connecteur.php, qui est écrit dans les notes de cours ici, vous suivez exactement ce qui est écrit dans les notes de cours, puis vous allez changer ces 3 lignes-là pour faire en sorte que vous allez avoir bien configuré le FCK Editor pour qu'il puisse fonctionner avec notre version 7.2, 7.3 de PHP que vous avez sur le serveur. Donc, si on regarde l'utilisation, après ça, une fois qu'on a bien configuré l'éditeur, ce qui arrive, c'est quand on va chercher du code gratuit comme ça sur Internet qu'on n'a pas programmé nous autres mêmes, il faut évidemment, après ça, configurer ce qu'on a été chercher pour que ça fonctionne. Une fois que ça c'est fait, donc vous allez devoir, dans vos pages web, inclure, par exemple, le chemin qui est là. Include, /CKEditor, CKEditor.php. Puis après ça, il va falloir ajouter un objet CKEditor dans notre page PHP. Donc, vous avez le code qui est ici, que vous pouvez utiliser. Donc, je vous suggère d'utiliser ce code-là. On se crée un nouvel objet CKEditor. Ensuite de ça, on écrit les lignes qui sont là pour aller chercher les bons fichiers dans le répertoire de base. Ce qui est ici, là, c'est bien important parce que tout dépendant de la version CKEditor que vous allez avoir, dans notre cas, à nous autres, vous allez voir, ça va peut-être être un FCK Editor qui va être là. Si c'est en majuscule, il faut l'écrire en majuscule. Si c'est en minuscule, il faut l'écrire en minuscule. Nom de Dieu! Ensuite de ça, la largeur de l'éditeur que vous voulez par défaut en termes de pixels. Dans ce cas-là, c'est 600 de largeur de pixels. La quantité de lignes que vous voulez dans votre éditeur de texte par défaut. Définir les barres d'outils présentes. Donc, vous avez les barres d'outils qui sont là, que vous pouvez mettre. Le source, mettons, vous ne voudriez pas l'avoir, vous pourriez l'enlever de là. Et continuer comme ça. Donc, je vous montre un exemple ici. Ce code-là, il va être dans mes notes de cours. Donc, vous allez pouvoir le copier-coller. Je vais vous faire une démonstration par la suite. Vous allez voir, le code, je vous le fournis, je vous le donne. Donc, vous avez juste à l'utiliser puis à l'adapter à vos pages web. Donc, première des choses, j'ai une petite page de base ici qui va ouvrir un formulaire qui va nous demander quel fichier on veut modifier. Donc, dans le cadre de votre projet web, ça serait peut-être une bonne idée de ne pas laisser l'administrateur changer les pages qu'il veut. L'obliger avec un list box ou un bouton radio à changer les pages qu'il veut changer. Donc, si on regarde ici, par exemple, j'ai le code HTML. Ensuite de ça, j'ai un form qui se termine par un /form. Comme d'habitude, je ne vous demande pas d'écrire le texte, je vous fournis le code. Donc, le code, vous n'avez pas à le savoir par cœur, mais au moins être capable de le comprendre. Donc, on rouvre un form, on ferme un formulaire, puis à l'intérieur, tout ce que je fais, c'est que je demande avec un input type text, name, nom de fichier. Donc, on va rentrer le nom du fichier ici. Ensuite de ça, on a un petit bouton ouvrir. On va appeler la page suivante qui est fckeditor.php. Je vous donne encore une fois le code de ma page fckeditor.php. Ce qu'elle va faire, cette page-là, c'est qu'elle va récupérer, dans le fond, là, le fichier que vous voulez ouvrir. Ça pourrait être un fichier texte. Dans mon cas, ça va être le fichier que je vais avoir entré. On fait un include de l'objet, l'endroit où se situe le FCK Editor. Donc, le premier élément qui est ici, c'est l'include pour utiliser les fonctions de FCK Editor. On ouvre un formulaire, ici, qui va appeler une deuxième page pour enregistrer les modifications qu'on a faites. Mon formulaire qui se termine ici. Ensuite de ça, je vous fournis ce code-là, vous avez juste à l'utiliser et à le mettre au goût du jour. Vous avez un request qui va aller chercher le nom du fichier que vous avez besoin d'ouvrir. Ça, c'est des lignes de code qu'on a déjà vues. Un fopen en mode lecture. Donc, on va ouvrir le fichier qu'on vient d'envoyer en mode lecture. On va aller chercher la première ligne. On va l'envoyer dans signe de $, le fichier. On va faire une boucle. On va aller chercher toutes les lignes du fichier. Donc, on va remplir le fichier, signe de $, le fichier. Donc, ce petit while-là, c'est une boucle qui va aller chercher chacune des lignes du fichier. Ensuite de ça, on va utiliser l'objet de FCK Editor. On va se créer un nouvel objet de FCK Editor, une nouvelle instance de FCK Editor. On dit qu'il va prendre la largeur 100% de l'éditeur avec une hauteur de 400 pixels. La base
où est situé l'éditeur de texte. Donc, c'est dans le répertoire FCK en majuscule éditeur, dans mon cas. Souvent, les erreurs qu'on fait les premières fois qu'on utilise ça, c'est une question de répertoire. Ensuite, on va aller chercher le contenu de le fichier, puis on va l'envoyer dans l'éditeur de texte. On aurait pu remplacer le fichier par un texte, par exemple. Un texte pour une page complètement vide, mais dans ce cas-là, on va aller chercher le contenu du fichier. On fait afficher avec une petite bordure de 1 pixel, la largeur 85 % à l'intérieur, la hauteur 400 pixels. Le create va créer le petit éditeur de texte. Ensuite de ça, on termine le tableau. J'ai ajouté en dessous, enregistrer le fichier sous, parce que je voulais me permettre de changer le nom du fichier. Puis ensuite de ça, j'ai mis un lien avec un petit bouton enregistrer. Le petit bouton enregistrer n'est pas obligatoire, parce que souvent, dans l'éditeur, vous allez avoir une petite disquette ici qui va permettre d'enregistrer. Donc, le petit bouton enregistrer que j'ai ajouté ici fait exactement la même chose que la petite disquette qu'il y a dans le menu. Ensuite de ça, j'ai fait un lien vers la page suivante. Donc, si je regarde, ça me prend encore une troisième page parce que ça ne va pas s'enregistrer automatiquement. Je vais devoir faire le travail pour enregistrer. Donc, la troisième page, ce qu'elle fait, tout simplement, j'ai mon code HTML au début. Dans mon code PHP, je vais récupérer le contenu que j'ai modifié. Je vais envoyer ça dans une variable nom de fichier. C'est tout simplement le nom de fichier que j'ai utilisé. Ensuite de ça, je vais encore faire une récupération à l'aide du FCK Editor qui est ici. En droit se situe le FCK Editor. Je vais aller chercher le contenu. Je vais mettre ça dans Value. Je vais faire un fopen ici de mon fichier en mode W, en mode écriture. Donc, je vais écraser l'ancienne version. Ensuite de ça, je fais un fput pour l'envoyer dans le nouveau fichier. On écrit dans le fichier. Je fais un fclose. Ensuite de ça, je fais un petit écho pour voir si ce que j'ai fait comme modification, ça apparaît dans ma page. Puis ensuite de ça, j'ai tout simplement terminé ma page HTML ici. J'ai mis un petit lien ici, compétition. Si jamais vous n'aimez pas beaucoup le CK Editor ou le FCK Editor, vous avez TinyMCE qui est disponible aussi, que vous pouvez aller chercher. Donc, on regarde le résultat de tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Je vais aller dans ma machine virtuelle pour faire la petite démo. Donc, j'ouvre ma machine virtuelle. Je vais l'ouvrir en mode plein écran. Je vais m'ouvrir ici un éditeur de texte en mode administrateur, mon Gedit. Ensuite, ici, je vais m'ouvrir mon navigateur, pas mon navigateur, mais mon gestionnaire de fichiers, qui est Nautilus. Donc, si on regarde, je vais aller à la racine de mes pages web. Mes pages web sont dans le dossier MERS. Donc, dans le dossier MERS, regardez, tous mes exercices sont dans le dossier PHP. Donc, je rentre à l'intérieur de PHP et je vais aller voir mes exercices sur le FCK Editor. Donc, j'ai FCK Editor 0 qui est ici, que je vais afficher. FCK Editor. Oups, là, je pense que ça n'a pas fonctionné. La deuxième page et la troisième page. Tout simplement, 3 pages vont me permettre d'éditer. Donc, si je vais à ma page 0, dans un dossier zip, je vais vous fournir ces pages-là. Donc, c'est tout simplement le petit formulaire form/form qui va me permettre d'aller chercher le nom du fichier que je veux modifier. Donc, c'est pareil comme dans les notes de cours. Ici, tout simplement, je vais aller chercher le contenu du fichier avec un fopen en mode lecture. Je vais m'ouvrir une instance de FCK Editor, exactement comme dans les notes de cours. Remarquez la petite différence ici, la base de mon chemin pour aller chercher l'éditeur de texte. J'ai FCK Editor en minuscule qui est ici. Je vais aller chercher le contenu du fichier que je viens d'ouvrir en mode lecture, que j'ai enregistré dans le fichier. Puis ensuite de ça, je vais le faire afficher. Finalement, la dernière page, elle, ce qu'elle va faire, elle va récupérer le nom du fichier, on va aller chercher le contenu de ce qu'on vient de changer. Puis ensuite, on va écrire dans le fichier en mode W, en mode écriture. Donc, on va aller écraser l'ancien contenu. Puis ensuite de ça, on va le faire afficher. Donc, petite démonstration de ce qu'on peut faire avec ça. C'est beaucoup de blabla. Je vous demande juste de comprendre un petit peu le code qui est là. Vous l'avez dans vos notes de cours. On va aller faire une démonstration de à quoi ça ressemble visuellement.
OK, on va aller chercher notre FCK Editor. FCK Editor. Donc, j'ai une petite page ici. Donc, je vais tout simplement écrire le nom d'un fichier que je connais, que j'ai dans mon répertoire. J'utilise tout le temps le même exemple. Toto 666. Je vais faire une modification sur un fichier PHP, mais dans votre projet, je ne vous suggère pas d'ouvrir un fichier PHP. Toto666.php, il ne contient pas de PHP. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir. Regardez ce qui se passe. Mon éditeur de texte prend forme. À l'intérieur de mon éditeur de texte, ben, j'ai tout simplement le texte comme ce serait dans un navigateur. Donc, vous voyez tous les petits boutons ici, ça ressemble à une très vieille version de Word. Je peux, par exemple, prendre le texte qui est là, venir, par exemple, mettre en gras, mettre en italique, mettre en souligné, mettre en exposant, un petit peu comme un mini Word, changer l'alignement, etc. Je peux venir mettre un lien hypertexte. Je peux aussi venir mettre des petits emojis. Je peux venir cliquer sur une photo, par exemple, comme ça ici, l'agrandir un peu. Donc, c'est assez WYSIWYG. What you see is what you get. Mettons que j'enlève le 222 qui est ici. Puis je rajoute, mettons ici, bonjour, juste pour vous montrer que ça va fonctionner. Donc, je peux faire des petites modifications comme ça. Je pourrais aussi, par exemple, aller chercher une image en cliquant sur l'image qui est là. Parcourir le serveur. Si j'ai déjà des images sur le serveur, regardez, j'ai déjà des images sur le serveur ici. Je pourrais utiliser une image qui est déjà sur le serveur. Je pourrais aussi créer un nouveau dossier. Je pourrais envoyer une image sur le serveur. Je vais prendre par exemple Cookie Monster qui est là. Donc, regardez, j'ai Cookie Monster. Je peux cliquer sur OK pour insérer le Cookie Monster. Je peux cliquer dessus pour le rapetisser. Comme ça. Donc, ça fait une page qui rentre comme il faut tout de suite. Quand c'est terminé, je vais cliquer soit sur la petite disquette qui est là, ou soit sur le bouton Enregistrer. Pour permettre d'enregistrer, aller à ma troisième page. C'est moi, comme programmeur, qui a écrit les lignes qui permettent d'enregistrer dans le fichier texte, d'écraser l'ancien. Donc, si je clique sur Enregistrer, on me montre le résultat. Je retourne à ma page 1 pour voir si ça a vraiment fonctionné. Je vais réouvrir mon Toto 666.php. Je clique sur Ouvrir. Regardez ce que j'ai fait comme modification. Bonjour. Le petit Cookie Monster qui est là, ben, ils sont apparus. Donc, mes modifications ont réussi. Donc, j'ai été chercher une image, j'ai changé de texte. Pas besoin de connaître l'informatique. C'est un petit peu, la plupart des administrateurs sont quand même capables de faire du traitement de texte, du Word. Donc, vous pouvez leur permettre d'aller changer un petit bout de site web comme ça en faisant un mini traitement de texte, puis être capable d'aller changer le texte ou être capable d'aller changer une image ou quelque chose dans ce style-là. Donc, c'est à ça que ça sert, le mini navigateur comme ça. Donc, souvent, sur les sites web, exemple, moi, j'avais fait le site web pour le département d'informatique, ben, j'avais mis une partie administrateur que ça prenait un mot de passe, un nom d'usager pour aller dans cette partie-là. Puis, dans cette partie-là, je faisais apparaître un mini éditeur de texte comme ça où je pouvais aller changer des contenus du site web pour le mettre à jour. C'est plus facile que d'avoir quelqu'un qui connaît l'informatique et qui est obligé d'aller changer le code source. Donc, vous pouvez juste faire apparaître des petites parties du site web dans l'éditeur de texte comme ça. Donc, on va passer à la deuxième partie du cours. Pour cette deuxième partie de ce premier cours de la semaine, cette semaine numéro 4, on va voir un squelette. Oui, un squelette, c'est-à-dire le squelette d'un site web que j'ai fait pour vous expliquer comment, en 2020, une page d'accueil, ensuite le contenu d'un site web devrait fonctionner. J'ai vraiment réduit au minimum le contenu d'un mini site web que j'ai fait pour essayer de vous faire comprendre le principe d'une page d'accueil qui va se recharger pour afficher son contenu. Donc, c'est vraiment là, c'est pour ça que je l'appelle la page squelette, parce que je l'ai réduit au minimum pour vous aider à comprendre le principe de rappeler une page web sur elle-même en passant des paramètres pour faire en sorte qu'on change son contenu. Donc, si vous regardez dans les notes de cours de la semaine 4 que je vous ai envoyées, attends un petit peu, c'est pas le bon. Ici, vous allez avoir un dossier zippé qui s'appelle squelette.zip. OK, vous pouvez le dézipper. Vous allez voir apparaître une page index.php qu'on imagine facilement être la page d'accueil de mon site web.
La page d'accueil, bien évidemment, va avoir du contenu. Donc, cette page-là va se rappeler sans cesse, en se passant des paramètres, pour indiquer à la page d'accueil quoi afficher. Donc, j'ai un dossier contenu qui va contenir différentes parties de ma page d'accueil. Exemple, à propos, le petit menu, la fin de ma page d'accueil, les coordonnées de l'entreprise. Et dans le contenu, j'ai tout appelé mes pages différemment. I-accueil, I-achat, I-contenu et I-fait dur. C'est un petit peu une petite blague là, pour dire du contenu parce que je ne savais pas trop quoi mettre comme contenu. Donc, c'est vraiment une page squelette de base. Les gens, vous pourriez vous fier là-dessus pour concevoir la page d'accueil de votre site web puis de la façon dont elle fonctionne. J'en avais parlé avec d'autres profs du département d'informatique, puis on trouvait que c'était important en 2020 de comprendre le principe d'une page d'accueil en 2020. Au lieu d'avoir des dizaines de pages dans notre site web, on a souvent la même page d'accueil qui est rappelée sans cesse, mais avec du contenu différent à l'intérieur. Donc, c'est le principe en 2020 pour concevoir le squelette d'un site web qui est conçu de façon un peu moderne. Donc, si je vais vous faire la démonstration, je n'ai pas vraiment de notes de cours là-dessus. La meilleure façon de le comprendre, c'est de voir la démonstration. Donc, je vais retourner dans ma machine virtuelle. A few moments later. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les fichiers. On va essayer de comprendre avant ce qui va se passer. Donc, j'ai un dossier qui s'appelle squelette ici, qui est le même que dans les notes de cours. Je vais vous montrer ma page index, qui est importante à comprendre, ma page index. Donc, on va commencer par regarder la page index. Donc, je vais l'agrandir à tout l'écran. Ma page index, bon, elle commence avec du HTML. Je l'ai appelée page squelette MERS. Ensuite de ça, j'ai la fin de mon HTML. J'ai un titre pour ma compagnie, qui pourrait être mon logo, qui pourrait être un titre de la compagnie Bidon Inc. Ensuite de ça, je n'ai pas mis vraiment de CSS à l'intérieur. Il y a un petit peu de div pour différencier, mais je n'ai pas insisté sur le CSS. Ça va être à vous autres de voir si vous allez chercher, par exemple, ce qu'on appelle en anglais un template ou peut-être déjà un site web qui a déjà la partie apparence a été faite pour vous autres, une espèce de bootstrap ou quelque chose qui ressemble à ça. Vous pourriez aller chercher un template qui permet de faire le visuel de la page d'accueil. Ensuite de ça, ben moi, je vous montre quand même mon squelette. Donc, dans mon squelette, j'ai un premier élément qui est le menu en haut. Donc, j'ai une division qui est ID menu. Idéalement, tout ce code-là ici, il devrait être dans un autre fichier qui s'appellerait, par exemple, menu.html. On fera un include de menu.html pour aller chercher le contenu du menu. Donc, ici, là, dans mon menu, j'ai tout simplement une référence à accueil, à contenu, à achat, à fait dur et à propos. Donc, on fait afficher tout simplement là, ces choses-là dans un petit menu. Ensuite, j'ai une section qui s'appelle contenu. Dans ma section contenu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un request de ce qui m'est transféré par ma page d'accueil. Donc, si jamais c'est la première fois que j'arrive sur la page d'accueil, il n'y aura pas de variable, il n'y aura rien dans le request page. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit A commercial en avant pour ne pas avoir de petites notices qui apparaissent dans ma page pour dire que l'indice est inexistant. Donc, en mettant le petit A commercial, on l'a vu dans les autres cours, ça va empêcher la petite notice ou le petit warning d'apparaître puis de mal paraître pendant ma présentation. Donc, je mets un petit A commercial parce que si c'est la première fois que j'arrive sur ma page, il n'y aura pas de contenu ici. Par contre, si c'est la deuxième fois que je clique sur ma page, je vais passer en paramètre du contenu. Donc, si là, je fais un switch case pour vérifier si, dans mon signe de $i, une variable locale que je me suis créée, s'il y a i-contenu, j'appelle ma page i-contenu. Puis je l'inclus à cet endroit-là. S'il y a i-achat, j'appelle ma page iachat.html et je l'insère à cet endroit-là. S'il y a i-fait dur, j'appelle ma page ifaitdur.html et je l'insère à cet endroit-là. S'il y a i à propos, j'appelle ma page apropos.html et je l'insère à cet endroit-là. Par défaut, s'il n'y a aucun de ces éléments-là, ben, je rappelle ma page d'accueil tout simplement parce que j'arrive sur ma page d'accueil. Il n'y a pas de contenu qui a été passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que cette page-là,
ça va toujours être la même page de base, mais qui va être rappelée sans cesse. Et je vais y passer un paramètre si je veux changer le contenu de ma page web. Donc, à la fin ici, j'ai un petit include pour ma section coordonnées, puis j'ai un petit include pour ma section contenu, fin.html. Donc, toutes les pages que vous venez de voir là, que j'appelle, sont dans mon dossier contenu. Donc, j'ai toutes ces pages-là qui sont ici. C'est des pages vraiment, vraiment simples, comme par exemple ma page e-achat. Si on regarde ce qu'il y a dedans, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste écrit rien à vendre. Si on retourne ici, dans ma page e-contenu, j'ai marqué voici le contenu. Dans ma page e-fait dur, celui ou celle que vous pensez. Bon, c'est vraiment des niaiseries, là. Donc, évidemment, au lieu de marquer un petit texte comme ça, vous allez remplir votre page avec votre contenu selon ce que vous allez avoir cliqué. Donc, on s'en va pour la démonstration. J'espère que ça a été assez clair. J'essaie de vulgariser au possible. Donc, si on revient ici, on va aller voir la page squelette. Il suffit que je retrouve ma page squelette, la page squelette ici. Ma page squelette, c'est ma page de base. J'aurai ici, par exemple, le logo et le nom de ma compagnie en haut à gauche. C'est un classique. Avec un petit menu contenu. Le petit menu ici qui pourrait être un include. Regarde, vous avez accueil, contenu, achat, fait dur, à propos. Vous avez la partie centrale de la page qui est le contenu de la page. Là, je suis sur la page d'accueil. Ensuite de ça, j'ai les coordonnées de la personne. C'est une blague. J'ai mis les coordonnées en latitude et en longitude. Super drôle. Ensuite de ça, j'ai la fin, qui pourrait être ce qu'on voit dans le bas d'une page web. Regardez dans la barre d'adresse, j'attire votre attention sur la barre d'adresse en haut. C'est dans mon dossier squelette, j'ai la page index.php. Regardez comme il faut ma barre d'adresse en haut. Là, je vais cliquer sur, par exemple, contenu. Regardez ce qui va se passer dans ma page, puis regardez ce qui va être passé dans ma barre d'adresse en haut. Je clique sur contenu. La même page va être rappelée, mais je vais y passer en paramètre e-contenu. 1, 2, 3, on y va. Regardez en haut dans ma barre d'adresse, j'ai index.php, j'ai rappelé la même page, sauf que j'y ai passé en paramètre signe de dollar page égale à e-contenu. Donc, ma page est passée dans le switch case, puis a été chercher ma page e-contenu. Voici le contenu. Je refais la même chose quand je clique sur ma page achat. Rien à vendre. Regardez dans ma barre d'adresse en haut, j'ai rappelé encore une fois la même page, sauf que j'y ai passé en paramètre page est égale à e-achat. Donc, il est rentré dans mon switch case puis il a été chercher ma page e-achat.html. Même chose pour fait dur. Je me répète la troisième fois. Celui ou celle à qui vous pensez, j'ai rappelé encore une fois ma page index.php, sauf que j'ai passé en paramètre page est égale à i-fait dur. Donc, dans mon switch case, j'ai été dans switch case, signe de dollar i fait dur. Donc, j'ai été chercher le contenu de i fait dur pour mettre dans la partie contenu. Même chose pour à propos. Je passe en paramètre si j'appelle encore ma page index.php. J'y passe comme paramètre page est égale à i à propos. Et à l'intérieur de ma page, j'ai à propos, rien de spécial. Si je retourne dans mon code, pour être sûr de bien comprendre tout le monde, dans ma page index.php, en passant, par exemple, à propos, il va rentrer dans le switch case ici, il va trouver i à propos, puis il va aller chercher ma page contenu à propos.html. Si je reviens à mon navigateur, il fait apparaître le contenu à propos.html dans le contenu ici. Donc, le principe, ma page squelette, c'est que c'est une page d'accueil qui est constamment rappelée, mais en passant des paramètres. Donc, dans ma barre d'adresse en haut, ce que je fais, c'est que je rappelle constamment la page index.php, mais j'en profite ici pour passer des paramètres. Évidemment, je vous rappelle qu'il ne faut pas passer des paramètres comme des mots de passe dans la barre d'adresse ici. Donc, passer un paramètre comme i à propos, il n'y a pas d'incidence, puis ça me fait apparaître ici le contenu de i à propos.html. Donc, c'est comme ça qu'en 2020, on fait, par exemple, une page squelette qui fait en sorte que la page d'accueil va constamment être rappelée, mais le contenu à l'intérieur de la page va être différent selon ce qui a été passé comme paramètre. Donc, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Cette page squelette-là, je vous la fournis dans mes notes de cours, donc vous pouvez l'utiliser. Et puis, vous pouvez l'utiliser à bon escient pour le projet final. J'ai des équipes, des fois, qui l'ont utilisé de base. Ou si vous allez chercher un template, vous inspirez de ma page squelette
pour bien comprendre comment fonctionnent les templates que vous allez chercher sur Internet, les espèces de modèles que vous allez peut-être aller chercher sur Internet pour votre site Web. Souvent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont une page d'accueil qui est rappelée, dans laquelle on passe des paramètres. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur Teams ou par Mio. On passe à la troisième partie. A few moments later. Pour la troisième partie, on va être un petit peu hors sujet. Parce que pour la troisième partie, ce qui s'en vient dans le cadre du cours, on va commencer à faire les bases de données qu'on va pouvoir insérer dans nos pages web. Donc, pour le projet, c'est une partie très importante. Donc, j'ai un petit peu une section. On va s'introduire un petit peu avant d'arriver aux bases de données. Il y a quelque chose qui est important dans le genre de site web commercial qu'on va faire. Donc, pour la sécurité du site web, nous allons devoir sécuriser les mots de passe qu'on va envoyer sur le web. Donc, en tant qu'étudiant, vous devriez être conscientisé au fait que quand on remplit un formulaire, on rentre notre nom d'usager. Souvent, on va rentrer un mot de passe. Okay? Ce mot de passe-là, quand on va voir les bases de données, on va aller l'enregistrer dans la base de données. Okay? La partie la plus simple, qui n'est pas du tout sécurisée, c'est de prendre le mot de passe, l'envoyer en clair, l'envoyer directement dans la trame sur le serveur. Le serveur récupère le mot de passe, l'enregistre dans la base de données. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, nous autres, ce n'est pas les bases de données. On a vu les fichiers texte, donc on pourra enregistrer notre mot de passe dans le fichier texte. Il apparaîtra en clair, donc ça ne serait pas du tout sécuritaire. Quelqu'un pourrait récupérer le contenu, par exemple, de la base de données, puis voir en clair c'est quoi les mots de passe. Même les gens de l'entreprise qui vont aller voir les bases de données, exemple, moi, comme prof, l'administrateur du serveur, je vais voir vos mots de passe en clair. Donc, le principe de ça, ça va être d'utiliser les hashes pour être capable d'encrypter les données avant de les envoyer sur Internet pour pas qu'ils soient interceptés. Donc, pour pas que les mots de passe soient écrits en clair, on va les compresser, on va les passer dans un algorithme qu'on appelle un hash. Ce hachage-là va permettre de changer l'origine du mot de passe. Ensuite de ça, de l'envoyer après ça au serveur pendant qu'il a été modifié, puis d'enregistrer le mot de passe modifié dans la base de données. Un hash fait en sorte qu'on ne peut pas faire l'inverse, partir de l'empreinte qui a été créée, puis de retrouver le mot de passe dans le sens inverse. Donc, j'ai un petit peu de note de cours là-dessus. Donc, si on regarde la partie sur la méthode de cryptage. Donc, on nous explique là-dedans qu'il y a beaucoup de méthodes de cryptage. Il y a plusieurs algorithmes de cryptage pouvant être décryptés avec des algorithmes et des clés adéquates. On parle des algorithmes de hachage. Donc, c'est des fonctions mathématiques. On ne verra pas dans ce cours-là comment fonctionnent les fonctions mathématiques qui permettent de faire du hachage. Depuis plusieurs années, il y en a différents. Il y en a qui sont désuets, qui sont dépréciés parce qu'ils ont des problèmes de sécurité. Avec les années, les gens ont réussi à trouver la fonction mathématique et faire l'inverse pour trouver avec des dictionnaires de mots de passe, des dictionnaires de mots de passe qui sont déjà hachés, être capable de faire la correspondance. Donc, ça devient moins sécuritaire. À l'époque, on utilisait différents types de longueurs d'empreintes de cryptage. Donc, à l'époque, dans les années 90, c'était le MD5 qui était beaucoup utilisé. Ensuite de ça, il est arrivé d'autres MD. Après ça, il y a le SHA-1 qui est arrivé sur le marché. Depuis quelques années, on trouve qu'il est moins sécuritaire, donc on l'a un petit peu abandonné. Et maintenant, on est rendu au SHA-256, il y a un SHA-512, etc. Il y a plusieurs d'autres types de cryptage qui existent pour hacher soit votre mot de passe puis l'envoyer dans la base de données. C'est ce qu'on va faire nous autres dans le cadre du cours. Mais ça sert à d'autres choses. Ça sert à crypter, par exemple, des données d'un disque dur. Ça sert à crypter des fichiers au complet. Donc, ça permet de découvrir une clé, une empreinte binaire avec l'hexadécimal qui va correspondre au cryptage de votre fichier, de votre disque dur. Ou dans notre cas, nous autres, ça va être surtout le cryptage d'un mot de passe. Donc, on vous montre quelques exemples. C'est tous les mêmes exemples. C'est assez facile à utiliser dans notre code. La plupart des langages modernes ont des fonctions qui permettent de hacher les mots de passe. Quand je dis hacher les mots de passe, dans le fond, c'est juste hacher une chaîne de caractères. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est d'utiliser un qui est plus récent. Là, vous avez un exemple, par exemple, avec le MD5. J'ai marqué déprécié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des sites web qui l'utilisent, mais souvent, c'est des vieux sites web.
parce que la sécurité est compromise du MD5. La façon de le faire, c'est assez facile. Vous utilisez une fonction qui est déjà disponible dans votre langage. Dans notre cas, nous autres, c'est le PHP. On va utiliser MD5. On va passer à la moulinette, comme on pourrait dire, dans la fonction mathématique, notre mot de passe, puis il va l'envoyer comme résultat dans une variable comme ça. C'est ce résultat-là qu'on va envoyer, par exemple, au serveur. Donc, si votre mot de passe, c'est Fido123, ben vous n'enverrez pas Fido123 au serveur. Vous allez le passer dans la moulinette du hachage. La fonction va transformer dans une empreinte numérique, puis c'est l'empreinte numérique, le résultat qu'on va envoyer sur le serveur. Dans le cas du MD5, ça donnait une empreinte numérique, un résultat de 32 caractères de long. Dans le cas du SHA1, que j'ai marqué aussi déprécié, on utilisait tout simplement la fonction SHA1 en PHP, ça nous donnait une empreinte numérique de 40 caractères. Maintenant, en 2020, un des plus utilisés, c'est le SHA256. Le SHA256, vous l'utilisez tout simplement de cette façon-là, SHA256. Vous passez votre mot de passe dans la fonction qui va le hacher, qui va donner un résultat ici dans ma variable qui va être sur 64 caractères. Donc, ce que vous allez envoyer à votre serveur, ce n'est pas Fido123. Ça va être plutôt le résultat du hachage, l'empreinte numérique, qui va être 64 caractères de long, qui, si on voit dans la base de données le résultat numérique du hachage, est complètement illisible. On ne peut pas faire l'inverse, partir du SHA, de l'empreinte numérique, je veux dire, puis de retrouver le mot de passe en tant que tel. Point de vue sécurité, ce n'était pas suffisant. Donc, ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, point de vue sécurité, c'est que maintenant, ce qu'on introduit dans les hashes, c'est la notion de cell. Parce qu'on pensait que les hashes étaient craquables. Il y avait des dictionnaires de données. Mettons, tous les mots de passe les plus populaires dans le monde que plusieurs personnes utilisaient, comme, mettons, football, Fido, des genres de noms comme ça. Ben, les gens, par exemple, les cryptaient avec SHA-256. Ça donnait une chaîne de 64 caractères de long. Puis, si, mettons, on avait réussi à craquer, par exemple, la base de données des mots de passe, on essayait de comparer la chaîne de 64 caractères, mettons, de Fido123, si on la retrouvait dans les mots de passe. Si on retrouvait l'empreinte numérique identique, ben, on savait que c'était Fido123. Donc, ce n'était pas suffisant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a inséré la notion de salt. La notion de salt, de sel en français, c'est qu'on va insérer un petit grain de sel dans la fonction mathématique qui va tout chambouler le résultat au bout de la ligne. Donc, en insérant un petit grain de sel dans la fonction mathématique, on va arriver à un résultat différent. Donc, quelqu'un pourrait avoir utilisé le mot de passe Fido123, puis avec la notion de sel, le résultat de l'empreinte numérique ne sera pas le même pour les deux Fido123. Donc, ça fait en sorte que ça commence à être très difficile pour les hackers, avec une base de données et des mots de passe, de faire le procédé inverse, revenir en arrière, et de retrouver le mot de passe original. Donc, comment ça fonctionne? C'est que c'est assez simple. C'est qu'on va insérer, par exemple, une chaîne de caractères dans le calcul mathématique du hachage. Donc, dans le cas ici, on va utiliser un préfixe, un salt, comme par exemple ici, on utilise prison. On utilise un deuxième salt pour un deuxième niveau qui s'appelle break. Ceux qui ont connu la fameuse émission télé Prison Break. Prison Break. Prison Break. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un premier grain de sel qui s'appelle prison, un deuxième grain de sel qui s'appelle break. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer le premier suffixe avec le mot de passe. Puis ensuite de ça, on va insérer le deuxième suffixe après le mot de passe. On va envoyer le résultat dans ce cas-là, c'est un MD5, mais ça pourrait être un SHA-256. On va l'envoyer dans une variable. Donc, le résultat de l'empreinte numérique, donc ici, par exemple, on a prison, le mot de passe suivi de break. On va le passer à la moulinette, avoir un résultat d'une empreinte numérique. Puis cette empreinte numérique-là, c'est elle qu'on va envoyer sur le serveur web qui va, elle, l'insérer dans sa base de données. Donc, ça va donner une chaîne de caractères qui est imprévisible, selon le cell, le petit cell qu'on a inséré. Donc, une personne qui aurait le mot de passe Fido123 avec un salt comme prison puis break, une autre personne qui aurait Fido123 avec un autre salt
aurait un résultat d'emprunt différent. Donc, pour le hacker, il ne pourrait pas faire la correspondance entre les deux. Donc, la régénérie inverse serait difficile à faire. Donc, c'est ce qu'il faut retenir à la base, c'est que, idéalement, quand vous allez rentrer des mots de passe dans vos formulaires, vous allez appeler une page PHP qui va encrypter les données avec un hachage. Le niveau de sécurité, je vais vous laisser le décider. Je ne vous obligerai pas à un niveau de sécurité. Ce que je voudrais voir apparaître dans la base de données, ce n'est pas le mot de passe en clair, ce serait le mot de passe qui serait encrypté avec un hachage. Donc, je vous montre le résultat de ça pour essayer d'être plus clair. Si je vais voir ici, l'année passée, je vais aller voir dans ma base de données, même si on n'a pas vu les bases de données, c'est juste pour vous donner un petit indice. Ici, je me connecte à ma base de données. Donc, je vais aller voir. J'ai une équipe l'année passée qui a bien encrypté ses mots de passe. Donc, l'équipe 2. Je vais voir, il y a une table qui s'appelle utilisateur. Donc, si je vais voir la table utilisateur qui est ici, si vous regardez là, dans ma table utilisateur, j'ai le nom de l'utilisateur. Ça, ce n'est pas encrypté, ce n'est pas secret. Il y a même un utilisateur ici qui s'appelle MERS. C'est moi. Donc, c'est un essai que j'ai fait avec mon adresse courriel puis mes coordonnées. Regardez à la droite complètement. Vous avez dans la base de données mots de passe. Si on regarde les mots de passe qui sont là, on ne les voit pas en clair. Même moi, comme administrateur, je regarde les mots de passe, je ne suis pas capable de retrouver mon mot de passe qui est là. Je ne suis pas capable de faire la régénérie inverse. Mon mot de passe qui apparaît là, c'est B11-6EC98C25B. Ah, ça ne veut rien dire pour moi. Moi, je peux vous dire que mon mot de passe, c'était MERS92. Si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça, je ne suis pas sûr. C'était MERS92. Donc, regardez mon MERS92, il a été passé par un hachage, il a été encrypté, puis ce qui est envoyé à mon serveur et dans la base de données, c'est le résultat du hachage qui est B11-EC6EC98C. Donc, ce qu'il y a dans ma base de données, même si un hacker réussit à recevoir votre base de données, ben, avec ça, il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas retrouver le mot de passe d'origine. Surtout s'il y a un niveau de sécurité plus élevé, comme le SHA 256, ou s'il y a eu des salts, des sels, des grains de sel qui ont été insérés dans le hachage. À ce moment-là, c'est presque impossible de retrouver le mot de passe d'origine avec ce qu'on voit dans la base de données qui est là. Donc, à ce moment-là, c'est une façon sécuritaire de rentrer vos données dans la base de données. Donc, c'est ce que vous pourriez faire dans votre projet web. Quand les gens rentrent des mots de passe, ça serait d'encrypter les mots de passe avant de les envoyer par la trame sur le serveur web qui, quand vous allez recevoir les mots de passe, vous allez les insérer cryptés dans la base de données. Question? Oui, merci, question. Comment on va faire par la suite quand la personne revient sur le site web, elle rentre son nouveau mot de passe, pas son nouveau, mais son ancien mot de passe. Comment on fait pour comparer les deux mots de passe s'ils sont bons? Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand la personne va revenir, mettons 3 jours plus tard sur le site web, elle va rentrer son nom d'usager, son mot de passe. Vous allez crypter de la même façon que ça a été crypté avec le hachage d'origine. Vous allez envoyer le mot de passe crypté sur le serveur web. Sur le serveur web, vous autres, les programmeurs en PHP, vous allez comparer les deux mots de passe cryptés. Donc, ce qu'on va comparer, ça ne sera pas FIDO123 avec FIDO123 pour voir s'ils sont égaux. On va comparer FIDO123 crypté avec FIDO123 crypté, c'est-à-dire la grosse chaîne de caractères, l'empreinte numérique qui est là. On va comparer les deux empreintes numériques comme ça ensemble s'ils sont identiques. S'ils sont identiques, c'est bon, on laisse passer la personne, on lui laisse voir les autres pages web. C'est comme ça qu'on va faire pour la partie sécuritaire du site web, la partie administrateur puis la partie client. On va comparer les mots de passe cryptés. On ne va pas comparer des mots de passe qui ne sont pas cryptés parce que ce n'est pas sécuritaire d'envoyer FIDO123 sur la trame. Donc, on va comparer le mot de passe crypté avec le mot de passe crypté. Si les deux sont égaux, bingo, on va se créer une variable session pour laisser la personne rentrer sur le site web, faire ce qu'elle a besoin de faire. Donc, si jamais vous avez des questions, je suis disponible sur Teams mardi après-midi entre 1h et 6h. Donc, vous pouvez venir me voir là-dessus. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer des mios. Donc, on se revoit pour une prochaine théorie qui va être disponible d'ici jeudi. Merci. Bonne fin de journée. All right.